Dans la capsule précédente, je faisais valoir que l'altruisme, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas incompatible avec la sélection naturelle. Alors, dans le chapitre qui prend pour titre le planning familial, Dawkins aborde une autre chose dont on pourrait croire qu'elle est incompatible avec la théorie de l'évolution si on en fait une interprétation naïve. Et c'est la tendance à limiter le nombre d'enfants qu'on a. Cette tendance-là, elle n'est pas spécifique à l'humain, pas plus que l'altruisme, mais elle se fait d'une manière particulière dans notre espèce, étant donné la culture. Ben, comme l'altruisme, quoi. Alors, commençons par expliquer pourquoi ce serait incompatible avec la théorie de l'évolution de limiter le nombre d'enfants qu'on a. On pourrait croire que l'évolution par sélection naturelle aurait fait en sorte d'avantager les organismes qui ont le plus grand nombre d'enfants possible. Si on y réfléchit, on se rend compte que non. Comme pour l'altruisme, la tendance à limiter le nombre d'enfants qu'on a, elle s'explique en général par la lutte pour la survie des gènes, et spécifiquement pour l'espèce humaine, elle s'explique aussi par le fait que nous soyons une espèce culturelle, qui n'est pas strictement programmée par les gènes, mais aussi programmée par des mèmes. Alors, encore une fois, les animaux limitent le nombre d'enfants qu'ils ont, particulièrement les animaux d'espèces dans lesquels il y a éducation en plus de la reproduction. Alors ici, petite spécification conceptuelle. Dawkins, il utilise les mots reproduction ou enfantement pour parler de la mise au monde de nouveaux individus et éducation pour parler des soins apportés aux jeunes individus existants. Alors, c'est quand même effectivement deux choses différentes. Souvent, l'une va suivre l'autre pour un organisme, mais pas nécessairement. Spécialement pas chez l'humain. On sait qu'il arrive que l'éducation d'un jeune humain soit faite par quelqu'un qui n'est en rien son géniteur ou sa génitrice. Mais revenons aux animaux en général. Chez les mammifères, chez les oiseaux surtout, donc chez les espèces animales dans lesquelles il y a l'éducation, l'éducation, elle est justement importante pour la survie des gènes parce qu'en plus de mettre des enfants au monde, ben il faut aussi que ces enfants-là survivent assez longtemps pour se reproduire à leur tour, pour que les gènes continuent de se répliquer. Alors, pour les espèces dans lesquelles l'éducation existe, limiter la reproduction, c'est nécessaire parce qu'un plus grand nombre de petits, ça veut dire plus de temps et de ressources à investir pour les maintenir en vie jusqu'à l'âge adulte. Par conséquent, un équilibre va s'établir par sélection naturelle. Les descendants de ceux qui ont trop d'enfants pour pouvoir assurer leur éducation vont mourir avant d'en arriver à se reproduire à leur tour et donc les gènes de ceux qui ont trop d'enfants vont être perdants. Mais les gènes de ceux qui n'ont pas assez d'enfants aussi sont perdants parce qu'ils laissent moins de descendants, donc moins de copies de leurs gènes. Ce sont donc les gènes de ceux qui n'ont ni trop d'enfants ni pas assez, qui se répliquent le plus, qui sont donc les gagnants dans l'évolution par sélection naturelle. Dawkins écrit « Les individus qui ont trop d'enfants sont pénalisés parce que toute la population va Les individus qui ont trop d'enfants sont pénalisés non parce que toute la population va s'éteindre, mais simplement parce qu'ils auront moins d'enfants survivants. Les gènes qui font que certains ont trop d'enfants ne sont tout simplement pas transmis de manière importante à la génération suivante
parce qu'un petit nombre de leurs enfants porteront ces gènes jusqu'à l'âge adulte. Et ensuite, Dawkins enchaîne en parlant de la spécificité humaine, qui est, je vous le rappelle, le sujet principal de cette série. Alors voici ce qu'il dit. Ce qui s'est passé pour l'homme civilisé, c'est que la taille des familles n'est plus limitée par une quantité finie de ressources que les parents peuvent fournir. Si un mari et une femme ont plus d'enfants qu'ils ne peuvent en nourrir, l'État, c'est-à-dire le reste de la population, entre en scène et prend soin de ses enfants en surnombre en les gardant vivants et en bonne santé. Rien, en fait, ne peut empêcher un couple sans ressources d'avoir et d'élever autant d'enfants que la femme est physiquement capable d'en porter. Mais l'État-providence n'est pas quelque chose de très naturel. Dans la nature, les parents qui ont plus d'enfants qu'ils ne peuvent en élever n'ont pas beaucoup de petits-enfants et leurs gènes ne sont pas transmis aux générations suivantes. Puisque nous, humains, ne voulons pas revenir aux anciens modes de vie égoïstes où nous laissions les enfants de familles trop nombreuses mourir de faim, nous avons aboli la famille en tant qu'unité économiquement autosuffisante et nous lui avons substitué l'État. Mais il ne faudrait pas que le privilège garantissant l'aide aux enfants soit source d'abus. Je ferme la citation ici et je passe à un autre élément, une autre citation, dans laquelle Dawkins défend la contraception. Il écrit « La contraception est parfois attaquée comme étant un moyen non naturel. C'est exact, mais le problème est que l'État-providence l'est aussi. Je pense que la plupart d'entre nous croient que l'État-providence est quelque chose de très souhaitable. Mais vous ne pouvez pas avoir un État-providence contraire à la nature, à moins d'avoir un contrôle des naissances tout aussi peu naturel. Sinon, le résultat final en serait une misère encore plus grande que celle qui se produit dans la nature. L'État-providence est peut-être le système altruiste le plus important que le règne animal ait connu, mais tout système altruiste est naturellement instable parce qu'il est la porte ouverte aux abus d'individus égoïstes prêts à l'exploiter. Les individus humains qui ont plus d'enfants qu'ils ne peuvent en élever sont probablement trop ignorants dans la plupart des cas pour être accusés d'exploitation consciemment malveillante du système. Les institutions et les responsables politiques qui les encouragent délibérément me semblent plus sujets à caution. Bon, bref. Il importe de se souvenir que Dawkins, oui, il insiste sur l'évolution par sélection naturelle et sur la programmation par les gènes, mais quoi qu'en disent certains, il ne propose absolument pas de se baser sur la théorie de l'évolution par sélection naturelle pour établir nos systèmes politiques ou nos conceptions de la morale. Et je trouve ça important de le mentionner parce que le fantôme du darwinisme social, de l'extrême droite, de l'eugénisme, ça hante beaucoup de gens et certains vont jusqu'à voir un danger dans le simple fait de prendre conscience de l'existence du déterminisme biologique. Mais c'est pas parce qu'on reconnaît l'existence du déterminisme biologique qu'on tombe dans l'extrême droite ou dans l'eugénisme. Dawkins écrit explicitement à plusieurs reprises dans Le gène égoïste qu'il n'est pas question de fonder la morale sur la théorie de l'évolution. Et il n'a jamais prétendu que quelque chose qui n'est pas naturel était de ce fait forcément à éviter. Au contraire, justement, il affirme à plusieurs reprises dans Le gène égoïste que l'humain n'est pas simplement un être biologique, il est aussi un être culturel. En fait, moi, ce que je comprends de ma lecture du gène égoïste,
c'est pas tant que c'est une bonne chose, c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose qu'on soit un être culturel, mais tout simplement, c'est ce que nous sommes. Et nous ne pouvons pas être autrement. Nous ne pouvons pas nous affranchir de notre caractère culturel. Nous sommes des êtres culturels qui avons besoin d'établir des règles, des lois, d'établir des politiques pour orienter nos actions individuelles et collectives. Et il nous reste à établir celles qui permettent les meilleures vies possibles pour nous. Et manifestement, Dawkins, il n'a rien contre le fait que ces règles, ces politiques impliquent un État-providence qui assiste les membres les plus vulnérables des sociétés et aussi incidemment la permission d'utiliser la contraception.